Merci Chantal. Alors avant de vous parler de la pérennité du programme Plan Vue, j'aimerais qu'on fasse un zoom sur les différentes politiques publiques en matière de santé en France aujourd'hui. Il faut savoir que la stratégie nationale de santé 2018-2022, qui a été promulguée par le gouvernement, a fait de la promotion de la santé et de la prévention une priorité. La France connaît un retard en matière de prévention et de sensibilisation. L'école, dans ce contexte-là, a été identifiée comme un lieu majeur pour la prévention et la promotion de la santé auprès des enfants et des adolescents. En effet, les enfants et les adolescents passent plus de 40% de leur temps d'éveil à l'école. Mais la médecine scolaire connaît aujourd'hui des difficultés qui sont endémiques et elle ne parvient plus à remplir sa mission de suivi individuel des enfants, faute de moyens. Pour rappel, à l'école aujourd'hui, à 6 ans, on a une visite médicale qui est obligatoire, qui est effectuée par un médecin scolaire. Et à 12 ans, il y a une visite médicale obligatoire effectuée par un infirmier ou une infirmière scolaire. Mais aujourd'hui, à peine un enfant sur 5 bénéficie de cette visite médicale à 6 ans, faute de moyens, et les disparités territoriales sont absolument énormes. Donc, la Cour des comptes, dans 2 rapports différents, un rapport qui date d'avril 2020 et un autre de décembre 2021, met vraiment en avant ces difficultés que rencontre la médecine scolaire aujourd'hui pour remplir sa mission. On sait aussi, autre problème concernant la médecine scolaire, que plus de 80% des médecins scolaires ont aujourd'hui plus de 50 ans et le rythme de recrutement des médecins scolaires est largement inférieur au rythme prévisionnel des départs à la retraite. On a en moyenne aujourd'hui un médecin scolaire pour 12 000 élèves, ce qui rend toute forme de suivi individuel compliqué, voire impossible. Autre point préoccupant sur la médecine scolaire, c'est qu'il y a un appel au boycott des statistiques par certains membres de la médecine scolaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pilotage du dispositif est effectué complètement à l'aveugle. Le problème, c'est qu'on sait que les inégalités sociales en matière de santé des élèves, elles sont marquées, systématiques et manifestes dès le plus jeune âge. Et c'est ce que la Cour des comptes a mis en avant dans ces 2 rapports qui sont consacrés à la santé des enfants. Mais il est absolument nécessaire de dépister le plus tôt possible les potentiels troubles visuels des élèves. Et c'est pour cela que Plan Vue a été créé, pour prévenir et traiter les troubles visuels évitables des élèves scolarisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et réduire ces égalités, ou du moins tenter de les réduire. Plan Vue, en 2018, l'année du lancement, a été déployé dans 5 établissements scolaires du quartier du Parc, qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 20 établissements scolaires, toujours classés réseau d'éducation prioritaire, dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le programme se décompose en 5 phases. Tout d'abord, la sensibilisation. On sensibilise élèves et équipes éducatives à l'importance de la vue, au comportement à risque et aux actions de prévention. Depuis 2 ans maintenant et le Covid, on a également digitalisé nos supports de sensibilisation pour permettre d'effectuer de la sensibilisation quel que soit le contexte sanitaire. Le dépistage, on teste, donc ça c'est la 2e étape, on teste grâce à un partenariat avec les orthoptistes professionnels du cadet la vue des élèves directement à l'école. À la suite de ces dépistages, les élèves qui en auront besoin sont conduits pour un examen médical qui a lieu aujourd'hui au centre Point Vision de la Défense et ça leur permet d'avoir un examen approfondi de la vue et, en cas de besoin, une prescription pour un traitement adapté. L'étape suivante, c'est l'équipement en lunettes. Donc, nous fournissons, grâce à un partenariat avec Grand Vision France, 2 paires de lunettes aux élèves qui en ont besoin. Enfin, la dernière étape, c'est le retour sur expérience qui nous permet de suivre les élèves sur la durée et on relève également différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui nous permettent de mieux mesurer l'impact du programme. L'ensemble du parcours est sans reste à charge pour les familles, car on sait que malgré l'existence de différents dispositifs, notamment la CSS qui est l'évolution de la CMU et le dispositif 100% santé qui est en place depuis quelques temps, beaucoup de familles renoncent à ces soins faute d'accès aux droits ou un manque de connaissance de ces dispositifs. Pour l'année scolaire qui est en cours, on cible plus de 2000 bénéficiaires au sein de 7 nouvelles écoles de la ville de Nanterre pour un total de 20 établissements scolaires. Les différents chiffres que vous voyez, le chiffre principal à retenir, c'est le 35% d'orientation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à la suite du dépistage, plus d'1 élève sur 3 a besoin d'une consultation ophtalmologique suite au dépistage. La différence entre élèves sensibilisés et élèves dépistés, ça correspond aux classes auxquelles on n'a pas eu accès
pendant le Covid, suite aux différents confinements et aux différentes fermetures de classes. Je vais maintenant vous parler des enjeux de la 4e année. Donc, on est dans la 4e année, on a des nouveaux challenges qui apparaissent, qui sont liés au fait qu'on a un engagement initial de 3 ans par établissement scolaire. Nous travaillons donc depuis le mois de septembre à la création d'un plan de transition dont l'objectif est de construire et de renforcer des partenariats locaux avec des partenaires locaux qui seront en mesure de reprendre différentes étapes du programme. L'objectif de Plan VUE, ce n'est pas de répondre à un besoin de façon urgente. L'objectif de Plan VUE, c'est de répondre à un besoin identifié et ce, durablement. Un des autres enjeux de cette année, c'est l'essaimage. Donc, on a réussi depuis quelques mois à essaimer notre programme au sein de 7 nouveaux établissements scolaires, toujours à Nanterre. Et on travaille depuis plusieurs semaines maintenant à la préparation d'un essaimage pour la rentrée scolaire 2022-2023 au sein d'un nouveau territoire que celui de Nanterre. Les impacts du programme nous poussent à le rendre pérenne. En effet, il serait dommage de ne pas construire des partenariats locaux et de ne pas tenter de rendre le programme plus durable et plus pérenne sur le territoire. On s'est donc posé la question de comment pérenniser ce programme. Ce qui est apparu, c'est que différents acteurs ont différents rôles à remplir. On a souhaité modifier nos modalités d'intervention à chaque étape du programme et on s'est rapproché de différents acteurs pour permettre à Plan VUE d'exister sous des modalités différentes. Pour la sensibilisation, on utilise nos outils qui ont été nos outils numériques qu'on a créés pendant le Covid et qui nous permettent de ne plus intervenir directement en classe, mais qui permettent aux équipes éducatives et aux élèves d'être sensibilisés via ces outils numériques. Le dépistage, quant à lui, c'est les orthoptistes du cadet qui sont montés en compétences et qui assurent aujourd'hui la coordination et qui, globalement, qui gèrent l'intégralité des séances de dépistage sans notre intervention. Plan VUE, on intervient pour le suivi et la collecte des résultats pour faire le lien avec la phase d'après et les différentes phases du programme. La phase d'après, c'est l'examen médical. Aujourd'hui, c'est une association de Nanterre très présente localement qui s'appelle Authenticité, qui assure l'appel aux familles et qui prend rendez-vous pour ces familles en autonomie. On n'accompagne plus systématiquement l'ensemble des familles en consultation ophtalmologique dans ce plan de transition, car on s'est rendu compte qu'au bout de 3 ans, les familles connaissent et ont identifié ce centre médical et elles se sont familiarisées avec le parcours de soins. Bien entendu, les familles qui en ont besoin sont accompagnées et seront toujours accompagnées. Pour l'équipement en lunettes, c'est également fait de façon autonome. Donc, on communique avec les familles via un flyer à la suite de l'examen médical sur lequel on leur donne toutes les informations pour pouvoir continuer à accéder à cet équipement en lunettes, mais de façon autonome et de la même façon que pour l'examen médical. Les familles qui en ont besoin sont accompagnées. On a simplement décidé que l'accompagnement de toutes les familles n'était plus systématique. Enfin, Plan VUE, on assure un suivi tout du long, une collecte de données et la coordination de ces différents acteurs locaux. Pour l'instant, je dirais qu'un certain équilibre semble avoir été trouvé et c'est cet équilibre-là que nous nous efforçons de conserver afin de pérenniser le programme. J'aimerais maintenant qu'on fasse un zoom sur la naissance de notre communauté de bénévoles et le rôle que celle-ci a joué dans la construction du plan de transition. Depuis septembre, en effet, des bénévoles, et notamment des bénévoles d'entreprises partenaires, participent à nos actions terrain. Notre ambition, c'est de permettre à ces bénévoles d'être acteurs du plan de transition en binôme avec nos partenaires locaux. Je vais maintenant passer la parole à Charles Blandinière, qui a gentiment accepté de venir nous partager son expérience. Bonjour à tous. En ligne ou dans la salle. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer tout le monde. Donc, moi, je suis Charles Blandinière. Je représente la société Allianz et en particulier la division immobilière, puisque c'est un gros groupe. Moi, je suis que dans une des entités qui s'occupe de tout ce qui est immobilier. Je l'ai rejointe il y a 1 an et en cours d'année, on nous a offert la possibilité en fait, de participer dans la mesure où vous aviez besoin de bénévoles à votre association. Donc, j'ai déjà trouvé la proposition intéressante. C'est la première fois, moi, depuis que je travaille, que finalement, on a une possibilité directe via l'entreprise d'intégrer en fait une association. Donc, j'étais
très motivé, mais en même temps curieux. Puisque je connaissais pas votre association. La finalité, je l'ai compris avant par les explications que vous nous avez fournies, le rôle qu'on allait jouer, puisque il y a un côté curiosité, mais il y a un petit côté aussi, on peut être craintif parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va pouvoir apporter. On ne sait pas exactement en quoi ça consiste. Nous faire tourner dans une école primaire, alors bon, j'ai des enfants, mais ils sont un peu plus grands maintenant. Retourner dans une école primaire, passer la porte d'une école primaire dans une région où on n'habite pas, c'est pareil. Ce sont des choses qui sont nouvelles, mais qui sont très enrichissantes, enfin très intéressantes. J'aime beaucoup le contact avec les personnes d'association, ce que je disais tout à l'heure un peu en aparté avant d'arriver. Moi, je suis habitué au monde associatif, mais un monde associatif bien moins organisé. Et le monde associatif que vous représentez, enfin, il y a le mot association, mais derrière, il y a une organisation, un professionnalisme qui sont un prolongement quand tu es dans le monde professionnel de notre monde. C'est-à-dire qu'on cale des rendez-vous, les gens sont là, vous vous envoyez des documents quand vous dites que vous allez les envoyer. Enfin, c'est bête, mais dans le monde associatif, je ne m'attendais pas tant de rigueur parce que nous-mêmes, quand on est dans une association, on est un peu ce que je disais tout à l'heure, homme orchestre, on fait plein de choses, mais ce n'est pas du tout aussi organisé que vous. Donc ça, je pense que c'est très bien et c'est aussi une garantie sûrement à mettre en avant par nous-mêmes, d'ailleurs, à l'intérieur de notre organisation, pour donner confiance à ceux qui vont arriver. Donc déjà, moi, depuis l'année dernière, j'ai commencé, j'étais le premier chez Alliance Real Estate, je crois que maintenant on est 4. Le fait d'en avoir parlé en interne, ça donne des idées aux autres. On va chez l'essaimage dont vous parlez, je pense que dans le côté des bénévoles, c'est aussi ça l'occasion. Dans mon propre département, quand on me demande ce que j'ai fait mardi matin dernier, le fait que je dise que je suis allé dans une école primaire à Nanterre, ils disent qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc j'ai expliqué. Je pense que ça donne envie parce que globalement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer. Enfin, on l'a vu depuis ces derniers mois, ces dernières années. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'aider. On voit là, dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a vraiment des élans de dons. Donc, il y a la possibilité de donner de manière financière, ce que d'ailleurs Alliance fait aussi. On a aussi des possibilités de contribution des associations. Mais donner de son temps, pour moi, il y a un côté symbolique supplémentaire. Donc, le fait de le faire avec des enfants, je trouve ça aussi, d'un point de vue humain, très, très riche. La semaine dernière encore, il y avait un petit gars, moi, ça m'a marqué dans une classe du LIS, là, les classes en inclusion, où il n'y a pas de barrière, ils viennent tout de suite vers vous, très gentiment. Et moi, en plus de ça, j'ai trouvé que les enfants, de manière globale, étaient très bien éduqués. Alors, j'ai peut-être eu de la chance, et 2 fois, je suis venu, mais dans une école primaire, on s'attend quand même que ça puisse être le bazar. Là, ce n'était pas le cas. Alors, apparemment, j'ai eu quand même un peu de chance. Mais globalement aussi, je trouve que ça donne vraiment de l'espoir et puis de la confiance dans l'avenir parce qu'ils sont très agréables. Les échanges se font vraiment sans tension du tout. Et puis, après, voilà, il y a le travail de vous, de l'association, les orthoptistes. Pareil, j'ai dire même un orthoptiste, je ne pense pas que je connaissais le terme, je connaissais, on va dire, ophtalmo, mais orthoptiste, je n'avais pas eu besoin moi-même. Donc, en fait, on apprend plein de choses en même temps. Nous, le but, je pense que dans l'entreprise, c'est aussi de créer une sorte de communauté interne, de faire que des gens qui vont venir vous aider parlent entre eux, puisque finalement, les 3 autres personnes ne sont pas de mon département. Puis dans le monde de l'entreprise, on a plutôt tendance à travailler avec les gens dans les projets qui sont impliqués avec nous, mais pas forcément avec tous les départements. Donc, c'est une autre façon de se connaître aussi en interne. Donc, moi, j'ai le sentiment, enfin là, il y a 4 personnes, je pense que ça grandira encore un peu. Après, d'autres ont des engagements ailleurs. Bon, on ne peut pas forcément toujours être partout, mais je crois aussi qu'il y a la volonté, nous, dans notre entreprise, de donner du temps si nous en donnons, ce que je trouve pas mal. Ça va doubler la possibilité de temps à passer du côté association. L'idée étant de dire, si vous donnez un jour, on vous en donne un, mais pour aussi participer, ce qui fait qu'on sera 2 jours en association, ce qu'on sait déjà plus, aujourd'hui sur une base totalement volontaire. Et moi, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que de notre côté, on garde ce côté volontaire et don de notre temps, pas qu'un temps qui soit que donné par l'entreprise, mais que chacun passe du temps, de son temps, puisque c'est vraiment là beaucoup plus, je pense, pas que symbolique, mais ça donne un message vraiment d'engagement, de motivation encore supplémentaire. Donc, voilà sur ce que je peux dire. Moi, je serais content de le refaire. J'ai vu que dans votre schéma, on est dans la phase 2, nous, on est dans la phase de dépistage. En fait, vous, la phase sensibilisation, vous la faites avant. J'avais compris au départ qu'on pouvait être amené à terme aussi à accompagner des gens lors des premières visites chez les spécialistes. J'ai envie de dire, nous, en fait, on est là pour aider. Enfin, moi, je pense que je peux parler au nom des autres. Si jamais on nous demandait de faire autre chose, moi, je n'ai pas franchement de blocage particulier. À partir du moment où on peut le faire, qu'on peut le faire bien,
on peut encore aider. Voilà, ça peut être, je ne sais pas si vous faites un événement, de venir vous aider même de manière logistique. Ça fait partie des choses qu'on pourrait également faire. Donc voilà, je pense sur le temps qui m'est imparti, ce que je pouvais dire. Il n'y a que des choses positives. Hein. Je peux dire, j'ai pas de choses que je veux améliorer. Vous communiquez bien vis-à-vis de nous, tout est bien organisé. Nous, il y a juste à arriver à l'heure et puis à se mettre aux ordres de vos représentants pour bien faire, parce que tout est bien cadré. Non, mais ça, c'est vrai aussi. Moi, je suis habitué dans le monde professionnel à des choses cadrées, et là, je les ai retrouvées tout de suite. Hein. Je veux dire, c'est bien organisé. Hein. Donc, ouais, mais c'est vraiment important parce que malgré tout, on est dans un milieu scolaire, on vient créer un îlot pendant un certain temps. Bon, voilà, faut être sérieux aussi, quoi. Même si on peut justement détendre l'atmosphère, enfin, il n'y a pas besoin de détendre l'atmosphère, mais capter l'attention des jeunes, commencer à discuter avec eux sur les transferts entre la salle de dépistage et puis leur classe. Puis voilà, enfin, je trouve, moi, je serais prêt à le refaire. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et puis, nous, on va communiquer en interne. Je ne sais pas si Marc, aujourd'hui, qui normalement est connecté, est là, mais qui s'occupe de la communication. Il y a déjà plusieurs communications qui ont été faites. Là, il y en a une nouvelle qui a été faite pour la nouvelle campagne. Donc, en espérant que ça ne fasse que de se développer. Voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup, Charles. Et moi, pour terminer, je dirais donc que vous l'aurez compris que la pérennisation de nos activités, c'est un travail collectif qui nécessite beaucoup d'acteurs engagés et mobilisés autour du programme, et qu'une pérennisation réussie, ça sera plus de bénéficiaires et donc plus d'impact. Merci Margot, merci Charles. Donc après vous avoir parlé de Plan Vue, notre programme national, on va vous emmener en Sierra Leone, où là aussi une révolution silencieuse est en mouvement. J'ai le plaisir de vous présenter Sugand Juneja, qui est donc directrice Hélène Keller internationale au Sierra Leone. Elle va nous parler de ses actions phares et puis elle va aussi nous parler de sa recherche d'une approche plus globale d'intégration de ces services dans les systèmes de santé des pays où nous travaillons pour justement, encore une fois, maximiser l'efficacité et assurer la pérennité. Emmanuel Darcourt, responsable des programmes et d'innovation Hélène Keller International, est également en ligne. Il pourra nous appuyer sur les questions que vous aurez peut-être. Voilà, Sugand, the floor is yours.